Bien, alors nous entrons dans le vif du sujet à présent, avec enfin des images pour que vous voyez un peu de quoi on parle et de quoi il s'agit dans le cadre de cette opposition dessinateur-coloriste. Alors, par rapport au tableau que vous avez eu dans la petite vidéo précédente, ici on va traiter uniquement des quatre premiers, hein, c'est-à-dire Raphaël, Titien, Poussin, Rubens, toujours ces noms de chefs de file, mâle blanc canonique, hein, qui constituent la culture partagée, cette culture partagée étant réputée être masculine avant tout. Enfin, c'est très curieux quand on y réfléchit, comment le sexisme a pu façonner une science, enfin pas une science, mais une science humaine, disons, oui, si, quand même, comme l'histoire de l'art. Enfin, comment c'est devenu une sorte de structure à laquelle plus personne réfléchit. Bon, évidemment, on a Raphaël, on a Titien, on a Poussin, on a Rubens, ça va de soi. Et en fait, ça ne va pas de soi du tout. C'est ça qui est étonnant. Vous voyez comment le sens critique peut s'exercer. Alors, l'intérêt du patriarcat, de cet élément patrimonial au sens pater, pater, patris, le père, etc., enfin, les hommes avant tout, bon, ben, ça a quand même un intérêt en l'occurrence, c'est que ça nous permet d'avoir une sorte de pense-bête. Je crois que c'est l'intérêt principal du patriarcat, c'est le côté pontosane, pense-bête, c'est-à-dire on n'approfondit pas, on apprend par cœur quelques noms masculins qui correspondent à des bouquins, format très grand, grand format cartonné, bien rangé dans une bibliothèque. Et ça sert à se repérer, hein. Le patriarcat est une science du repérage, en quelque sorte. Donc vous voyez des noms, hein, les grands noms, les grands maîtres, blablabla, c'est pas vrai. On verra ça en détail plus tard, hein, notamment à travers certains livres qui remettent bien en cause cette perspective complètement limitée du grand maître. C'est donc bon ici, alors vous voyez, on a Raphaël, Titien, Poussin, Rubens, des grands noms qui laissent à penser que l'art est obligatoirement masculin, que c'est obligatoirement du grand art et pas ce qu'on appelait à l'époque des arts mineurs, les arts décoratifs, etc. Que c'est bien évidemment européen, le reste de la planète n'a qu'à bien se tenir, hein, ça n'a aucun intérêt pour quiconque. Donc, vous voyez comment tous ces préjugés extraordinaires de sexisme, de racisme, d'ethnocentrisme, enfin, de tout ce que vous voulez, finissent par nous focaliser sur des soi-disant grands noms qui permettent avant tout le repérage. Et c'est pareil en littérature, hein, quand vous y réfléchissez, on fonctionne par pense-bête aussi, par les fameux grands noms de mecs, des génies, etc. Enfin, n'importe quel qualificatif du style. Le génie définissant en fait l'art de fabriquer des ponts, hein, comme vous le savez. Enfin, ce qu'on appelle génie, c'est le génie mécanique, le génie de l'ingénieur, l'ingénieur. L'ingénieur, elle est ingénieur, elle a du génie. C'est ça le génie, c'est l'art de s'ingénier. C'est de l'art de se dire à main, j'ai plus de vis, je vais mettre un clou. Vous voyez, c'est ça le génie. L'art de la femina faber ou l'homo faber qui s'ingénie, qui trouve un moyen, quoi. Donc, le sens du mot génie en histoire de l'art est complètement détourné. Alors, du coup, là, on a sur le tableau, je vous ai mis donc quatre personnes à gauche, donc Raphaël dans l'ordre, Titien en dessous, Poussin et à côté Rubens, un grand trait rose d'un rose hyper contemporain pour distinguer ensuite un espace de deux autres mecs contemporains dont on va parler parce que c'est en rapport avec, enfin, c'est pour faire une petite extension, mais on verra plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur ces quatre images de gauche. Donc, un Raphaël, un Titien, un Poussin, un Rubens. Ce sont des tableaux qui figurent dans des collections publiques extrêmement prestigieuses, qui sont absolument reconnues, donc qui font partie des choses qui doivent être connues, vous voyez, quand on veut passer pour une connaisseuse de l'histoire de l'art. Alors allons-y pour tout ce qui nous intéresse, à savoir cette question du dessin et de la couleur. Là, c'est juste pour aborder, on va voir des choses complètement paradoxales, hein. Sous peu, on va voir que finalement, ce sont les dessinateurs qui utilisent la couleur et pas les coloristes. C'est-à-dire la couleur est l'apanage des dessinateurs et non des colorisés. On va voir des tas de bizarreries comme ça, des espèces de contradictions tout à fait étranges qui seront intéressantes à voir.
Et on en a un bel exemple ici, puisque vous avez à gauche donc un portrait peint par Raphaël, avec un jeune homme de l'époque aux yeux absolument lumineux. À droite, toujours première ligne, c'est un Rubens. Vous voyez donc une Vénus nue en compagnie d'un angelot à l'air complètement pâmé, avec ses petits cheveux roux tout frisés, et la chair, la chair, la chair, tant qu'on veut. La présence de ça, ça sera très important pour Diderot. On lira un texte extraordinaire où il parle du changement de la couleur de la peau d'une femme avant l'amour, après l'amour. Enfin, c'est un truc extraordinaire. On verra ça, c'est sublime. Bon, bref, vous avez le dessinateur et le coloriste au XVIe siècle, donc Raphaël et Titien. Alors, on voit très bien comment le goût de la ligne, effectivement, est très présent chez Raphaël. Vous voyez ces petits cheveux. Regardez les cheveux, les vêtements. Le personnage, ses cheveux sont dessinés, j'allais dire poil à poil, si on peut dire. Et pareil pour le costume, cette espèce de tissu sergé là qu'il porte, noir. On voit le tissage de façon presque hyper réaliste, alors qu'à droite, chez Titien, pardon, les cheveux sont traités en masse avec des éclats de lumière, notamment dans les cheveux des deux personnages, hein, que ce soit la Vénus ou le petit ange. Vous voyez aussi le traitement de l'aile de l'ange, ce n'est pas des petites plumes dessinées une à une. Vous voyez la différence, hein, coloriste, dessinateur. D'un côté, on est vraiment sur la ligne, le trait, et la couleur, elle vient colorier en quelque sorte. Elle est très présente, hein, mais elle vient colorier. Oui, c'est presque un aplat. Et d'ailleurs, le, comment dire, le portrait de Raphaël, derrière, c'est carrément un aplat. Hein. Il y a quelque chose de plat à force de dessin, ça aplatit. Enfin, j'ai pris exprès un exemple un peu extrême, hein, parce que chez Raphaël, il y a des choses peut-être moins, j'allais dire caricaturales, enfin moins marquées. Mais bon, vous avez déjà une petite... c'est vraiment pour vous montrer la différence de traitement de la couleur. Vous voyez aussi la perle baroque que porte la Vénus en boucle d'oreille. C'est une lumière, c'est presque pas une forme. Enfin, la forme n'est pas délimitée, elle est délimitée par l'intérieur en quelque sorte, par la lumière. Donc là, vous avez vraiment le dessinateur et le coloriste de la même époque, Raphaël et Titien, avec les différences énormes qui s'imposent. Alors ensuite, j'ai pris pour la ligne 2, vous ne regardez pas encore à droite de la grande ligne rose verticale, mais on est, là j'en suis, disons, en bas à gauche, hein. C'est un tableau de Poussin qui s'intitule Et in Arcadia ego. Moi aussi, je suis en Arcadie. Et là, bon, il y a toute une histoire avec ce tableau. Vous voyez, il y a une tombe. Donc, quelqu'un est en Arcadie, c'est la mort. Et moi aussi, je suis en Arcadie. Enfin bon, on ne va pas faire l'analyse du tableau ici. On va simplement l'analyser de ce point de vue du coloriste et des dessinateurs par opposition au tableau d'à côté qui s'intitule L'enlèvement des filles de Leucippe, Leucippe Leuci 2PE. Qui c'est ces filles de Leucippe? Eh ben, c'est les deux filles que vous voyez là, et les deux rapteurs, les raptors, les rapers, les violeurs, représentés dans ce tableau, ce sont Castor et Pollux. Donc, c'est un tableau mythologique. Alors là, du coup, j'ai deux éléments. La mythologie est très présente dans les représentations, évidemment, à l'époque ancienne. Hein. Elle l'est d'ailleurs toujours beaucoup dans l'époque contemporaine, comme je vais essayer de vous le montrer brièvement dans la colonne de droite. Donc, toutes ces représentations sont liées à l'époque, liées à la volonté de mettre en image ce qu'on appelle la fable, la Bible, la religion, la mythologie, les grandes histoires, enfin, trouver un sujet, disent les peintres, et Delacroix encore dit ça. Ce qu'il me faut, c'est trouver un sujet. Et le sujet, c'est forcément dans un livre de mythologie, dans la Bible, dans tous ces bouquins-là qu'on trouve le sujet. Vous voyez, comme on veut illustrer. Alors pourquoi ils veulent faire ça, ces gens? Pourquoi ils sont obsédés par la mythologie? Mais là encore, c'est comme ce qu'on a dit sur Léonard de Vinci au début avec sa peinture comme chose mentale, parce qu'il veut être autant payé qu'un poète pour son travail. Il considère que ça a la même valeur, le même prestige.
Là, ce qui est important à voir, c'est que ces peintures d'histoire sont supérieures aux peintures dites de genre à l'époque, c'est-à-dire ça a beaucoup plus de valeur, ces peintures-là, que si c'était par exemple un paysage, un panier de fruits, une nature morte, qu'on appelle au contraire nature immobile, qu'on n'appelle pas nature morte en anglais, hein, c'est still life. C'est quelque chose de tranquille, quoi, une nature tranquille. Bon, bref, pardon pour l'incise. Ce qui est important de voir ici, c'est que quand on peint mythologie ou quand on peint religion, la peinture est considérée en elle-même, quel que soit son traitement, comme supérieure à une peinture qui représenterait, par exemple, des fleurs, une corbeille de fruits. Pas étonnant qu'on retrouve parmi les peintres de fleurs principalement des femmes, donc dévalorisation du genre, de la peinture de genre, comme on dit, et dévalorisation des femmes. C'est la base, hein, la dévalorisation des femmes est la base de l'histoire de l'art, si on veut. Alors bon, je vous dis tout ça, j'ai écrit avec Magaline Nachtergal, qui travaillait à la fac l'année dernière, elle est partie à Bordeaux, elle est devenue professeure à Bordeaux, mais je sais que... Ah oui, non, vous êtes en L1, vous ne l'avez pas connue. Bon, enfin bref, nous avons écrit ensemble en 2014 un livre intitulé Histoire de l'art d'un nouveau genre, qui tentait de montrer justement ces forces de racisme, de sexisme, d'ethnocentrisme, enfin toutes ces choses-là, comment ça jouait à l'intérieur de la construction canonique de l'histoire de l'art. Et ce n'était pas seulement de parler des femmes qui nous intéressaient, ce n'était pas l'histoire des peintres femmes, hein, c'était l'histoire du genre, comment le genre joue terriblement. Alors là, on a des tas d'exemples extraordinaires, évidemment, puisque bon, on a une scène de viol par Rubens à droite, voilà, tout le monde trouve ça très bien de représenter des scènes de viol. C'est pareil dans les films de série B, où on a toujours une fille en train de hurler et des mecs en train de la trucider. Bon, enfin, il y a vraiment des invariants comme ça culturels qui reviennent. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est comment certains peintres, notamment du côté des coloristes, avaient été féminisés parce qu'ils représentaient des chairs de femmes et qu'ils avaient beau être des mecs, ils ont été quand même féminisés, c'est-à-dire dévalués. Vous voyez ce qu'on a voulu montrer, c'était à peu près ça. Donc le bouquin a été publié chez Max Milo en 2014, dans mon souvenir, ou oui, ça doit être ça, en 2014, et s'intitule Histoire de l'art d'un nouveau genre, avec une très belle couverture d'Elisa Rimmer, une artiste brésilienne contemporaine, activiste, et ça représente donc une interprétation faite par cette Elisa Rimmer de Frida Kahlo. Voilà, alors du coup, j'en reviens à mon Poussin et à mon Rubens. À gauche, Poussin. Voyez le profil de médaille de la bonne femme au premier plan et remarquez d'ailleurs que ce peintre dessinateur colorie à donf. Vous avez du jaune, du bleu, du rouge, même du blanc sur les sandales comment dire, gréco-romaine des personnages. Vraiment, on est dans la couleur. Il y a même une espèce de costume rose. Alors, ça ne se voit pas très bien sur la photo, mais vous voyez, c'est bleu, vert, jaune, rose. Non, 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 non. C'est des couleurs, c'est des couleurs. Et pourtant, ce n'est pas un coloriste, parce qu'on va le voir un peu plus tard. La couleur coloriée n'est surtout pas, c'est surtout pas ça le colorisme. C'est ça qui est important de voir. Mais là, bon, au point où on en est, reconnaissez ce profil de médaille, cette importance donnée au dessin. Tout est dessiné au petit poil. Le geste du personnage qui montre l'inscription est in Arcadia ego. L'autre bonhomme à genoux qui est en train de déchiffrer l'inscription en question. Le traitement des lointains, le bleuissement des lointains et pourquoi pas les arbres, hein. Regardons bien les arbres qui sont vraiment dessinés feuille à feuille. Et de nouveau, dans la scène de viol à côté, donc ces deux filles nues capturées par Castor et Pollux sur fond de chevaux avec une espèce d'enfant qui tient les rênes, sans doute pour dire que c'est l'amour, hein. Cette espèce d'amour, c'est pour justifier le viol, hein. On justifie toujours le viol par l'amour ou des choses liées à l'amour, dont l'écrivaine Toni Morrison disait que l'amour, c'était l'idée culturelle la plus dévastatrice du XXe siècle, hein. Donc, c'est vraiment bon. Là, vous avez, il y a un petit amour qui tient les rênes et qui a l'air de dire mais oui, c'est par amour qu'on viole les deux nanas. Bon, bref, indépendamment du sens du tableau, ce qui m'intéresse ici, c'est le traitement toujours que font les coloristes de non pas la couleur, mais justement du modelé, des formes, du clair-obscur, de la lumière. On dirait que les deux filles
sont complètement mises sous projecteur par opposition aux mecs qui sont d'ailleurs plus sombres de peau et qui sont eux-mêmes sur un fond de cheval beaucoup plus sombre à gauche. Il y a un cheval alezan d'un côté, un cheval sans doute bai, on ne voit pas très bien de l'autre, et puis le petit amour derrière le paysage, etc. Alors, toujours la même structure, hein. Vous voyez les figures, comme on dit, et derrière le paysage considéré comme beaucoup plus accessoire. Dessiner un paysage pour soi-même, ça va être la grande révolution du 19e siècle, hein, avec les impressionnistes et l'école de Barbizon, des choses comme ça. Vous voyez, il y a des grands changements, hein. Rosa Bonheur au 19e siècle qui peint des animaux et non plus des humains. Enfin bon, tout ça, c'est très, très pétri d'idéologie. Et on voit d'ailleurs comment la facture, hein, la façon de faire des coloristes est différente, enfin, quand il s'agit d'un coloriste ou quand il s'agit d'un dessinateur. Donc, ce n'est pas la couleur qui joue. Ça, je vous l'ai dit dans le cours, mais je le reprends, c'est la lumière. Nos filles sont complètement mises en lumière. La chevelure blonde de la première, qui est là aussi traitée comme une masse de luminosité avec une sorte de cordon de lumière, hein. Elle a un cordon de lumière dans les cheveux. Tout ça est traité par masse, par coup de projecteur, par lumière, avec des effets d'assombrissement qui laissent à voir encore mieux la couleur de premier plan. Alors, l'effet verdâtre que vous voyez n'était sans doute pas volontaire, hein. Ça doit être un effet de, comment dire, c'est du verdaccio, c'est-à-dire les peintres avaient des techniques, notamment pour faire ressortir les chairs féminines, parce que la chair est par définition féminine, évidemment, hein, on n'a pas d'autre idée en tête. Bon, bref, on est en plein sexisme opérationnel, vous voyez. Alors, ces chairs, elles étaient traitées avec du vert pour faire ressortir les tons roses. Bon, après, la conservation de la peinture a fait que parfois, il y a le vert qui remonte. C'est pour ça que vous avez certaines fresques, hein, notamment si vous allez, je ne sais pas, à Florence, à Venise, enfin dans des endroits où il y a beaucoup de fresques, à Florence, hein, je ne sais pas, en Italie, vous verrez que certaines sont toutes verdâtres. C'est pas que le peintre avait voulu que ce soit vert, c'est que le verdaccio est ressorti, hein. Ça, c'est autre chose. Bon, on ne s'arrête pas à ça, mais malgré tout, il faut s'arrêter au fait que le traitement de la couleur est infiniment moins vif, finalement, que chez Poussin. Vous voyez la couleur de la dame de vent avec jaune et bleu, là, vous voyez le contraste entre le jaune de son vêtement, le rouge derrière du bonhomme. Ces personnages sont très, très, très colorés chez Poussin, alors qu'il est un dessinateur, alors que du côté de Rubens, tout est dans les tons finalement chromatiquement marron, terre de sienne, ocre, un peu d'ocre rouge. Enfin, vous voyez, tout semble dans la même tonalité de couleur, avec surtout une insistance sur les ombres et la lumière pour mettre en valeur les personnages. Et c'est ça qu'on appelle colorisme. Donc, je crois que ça fixe un peu les idées, surtout le deuxième exemple, qui est encore plus parlant, sur la dimension, disons, lumineuse du colorisme, par opposition à la dimension colorée et dessinée façon décalcomanie des dessinateurs, ce qui était valorisé. Remarquons aussi le côté homme-femme. Je n'ai pas fait exprès, hein, c'est comme ça majoritairement, c'est-à-dire que les deux coloristes à droite de l'image, enfin au milieu, disons colonne du milieu, représentent des femmes nues, et les deux dessinateurs à gauche représentent soit des femmes habillées, soit des hommes, hein, les corps des hommes, et l'insistance est portée sur le drapé dans le cas de Poussin et sur le costume, la façon de traiter le costume dans le cas de Raphaël. Donc c'est complètement différent aussi d'un point de vue idéologique. On ne représente pas la même chose, disons. Si on est dessinateur, on représente des hommes, donc c'est glorieux, c'est drapé, c'est héroïque. Et si on est coloriste, on représente des femmes. Donc c'est la chair, le côté un peu graveleux, le côté un peu sexuel. Voilà, donc on est dans une peinture de cabinet, vous voyez, enfin quelque chose de totalement différent. Alors pourquoi je vous ai mis deux images à côté qui n'ont rien à voir? C'est pour faire une petite coda à mon discours. C'est pour montrer, alors qu'est-ce que c'est que ces images? En haut, c'est Patrocle pleurant. Non, c'est pas Patrocle, c'est l'autre. L'autre, c'est qui? Oui, Achille, bien sûr. Achille pleurant la mort de Patrocle. Vous voyez, Achille pleurant la mort de Patrocle.
Et en bas, vous avez un tableau de Jeff Koons qui s'intitule « L'enlèvement des filles de Leucippe ». Alors, pourquoi je vous ai mis ces deux images? D'abord parce que c'est le titre du tableau de Rubens à gauche, hein, L'enlèvement des filles de Leucippe. Et ce qui est frappant, c'est de voir comment un artiste contemporain comme Jeff Koons, qui est un trader, il a passé 5 ou 6 ans à être trader, et puis ensuite il est devenu peintre. Et donc c'est un peintre trader qui a le sens de la publicité et du capitalisme à un point rarement égalé, hein, que ce Jeff Koons. Mais bon, ce qui m'intéresse, ce n'est pas cette dimension-là, c'est la façon de re-représenter l'antique. Vous voyez, une sorte de femme en bronze qui a été découpée en plusieurs morceaux. Elle est pile et elle est face. Il y a un effet de symétrie dans l'image. En bas, vous avez des morceaux de colonnes qui sont complètement séparés de leur contexte. Tout ça donne l'impression d'avoir été gribouillé et barré. On reconnaît le cheval derrière et le petit amour, hein, qui dépasse. Un petit peu les filles de Leucippe devant, enfin, notamment la chevelure blonde lumineuse de la fille. Et un S, un peu comme Superman au milieu. Alors, bon, là encore, on ne va pas interpréter ce tableau, mais c'est quand même frappant de voir qu'à une époque où il n'est plus question du tout de traiter de la mythologie, de la fable, de la religion, des grands sujets, où la distinction entre peinture de genre inférieure, tableau de fleurs, tableau d'animaux, peinture animalière, je ne sais pas moi, coupe de fruits, tout ça, c'est inférieur. De même, les paysages pour eux-mêmes, c'est inférieur par opposition aux scènes représentant des humains, notamment des hommes glorieux, drapés, qui sont supérieurs aux femmes nues, représentées devant le drapé. Hein. Là, vous voyez, elles ne sont pas drapées, elles sont toujours mises en valeur par les drapés, mais pas drapées elles-mêmes. Donc bon, comment ça se fait qu'au XXe siècle, il travaille au XX, XXIe siècle, hein, le dit Jeff Koons, comment ça se fait qu'on représente encore la mythologie? Et c'est frappant de voir comment cette image que vous avez à droite, avec une association avec Superman, qui renvoie peut-être au caractère, bon, comment dire, réputé héroïque de la scène, hein, pas du tout des hommes, parce que ce n'est pas un Superman. À ce moment-là, il y en aurait deux, hein, il y aurait Castor et Pollux. Donc non, c'est l'esprit de représenter quelque chose d'héroïque. Vous voyez comment il y a une espèce de critique de fond dans cette mise en scène. L'Antiquité est complètement mais délabrée. D'ailleurs, la jambe, hein, de la statue de droite, on a l'impression elle a perdu, enfin que sa peau de pierre c'est gangréné en quelque sorte. Vous voyez, une espèce de trace, hein, comme ça. Et donc, l'Antiquité, elle est réduite à néant, coupée en morceaux, graffitée, traitée par couches successives comme une espèce de bric-à-brac, hein, de décrochez-moi ça. Et devant, on met signe qui signifie euh, enfin, comment dire, Superman qui sauve l'humanité, il sauve rien du tout en réalité, Superman, hein. Il sauve une petite ville appelée Smallville, il défend la police, enfin, je veux dire, il pourrait faire mieux, hein, Superman, ça dit en passant, mais enfin bon, c'est une sorte de symbole quand même de l'héroïsme un peu caricatural, disons, et vous voyez comment finalement ce tableau à droite fonctionne comme une sorte de critique et de remodernisation de la construction, au contraire, extrêmement cohérente de Rubens. Vous voyez, on est en présence de ce qu'on appelle vraiment une composition. Vous avez ces deux femmes devant, les hommes derrière, le petit amour, les deux chevaux, l'espèce de... Tout contribue, quoi. Même le paysage plutôt sombre en bas, qui fait comme un écrin sombre pour mettre en valeur la lumière des corps. Derrière, les petits nuages, le petit bonhomme à droite qui dit « Ouah, ouah, c'est l'amour, je tiens les rênes » de cet acte très, très, très amoureux qu'est le viol. Bon, on a tout ça, mais c'est hyper composé. Alors que si vous passez à droite chez Jeff Koons, on est au contraire dans le démontage, la déconstruction totale de cette structure. Et si je vous ai mis pour finir le tableau en bas, au-dessus de Cy Tromby, excusez-moi, je prononce très mal, c'est un artiste entièrement contemporain, donc ça représente l'histoire d'Achille et de Patrocle. Alors, c'est tout à fait étrange de voir comment il s'agit de l'Iliade. Et l'Iliade, c'est un texte étonnant. C'est un texte soi-disant d'Homère, on ne sait pas trop qui c'est Homère, peu importe. C'est un texte, un des textes extrêmement anti-guerre. Et ça raconte une histoire sinistre
de gens qui s'entretuent. Alors, ils n'étaient pas si nombreux en vrai, mais c'est une histoire de carnage sur une espèce d'arène vide, la plaine de Troie, qui est une sorte de plaine infinie, vous voyez. Et là, tout ça, c'est représenté finalement par cet artiste contemporain, mais complètement à minima, avec des espèces de boules de sang qui dansent en l'air. L'une, bon, il y a Achille, et on peut identifier éventuellement Achille et Patrocle. Patrocle est mort à cause d'Achille, parce qu'Achille a piqué une grosse colère et que Patrocle a dû aller diriger un combat à sa place parce que Achille boudait à cause de sa colère et du coup Patrocle est mort. Alors il faut bien voir, ils sont amants, hein. Achille et Patrocle sont amants. C'est pas les amis, gna gna gna, c'est des amants. Faut être clair avec ça, évidemment, sinon ça n'a aucun sens. Et voyez ici comment on dirait que la vie de Patrocle s'en va sous forme de cette espèce de nuage rose griffonné à droite et à gauche, Achille bouillonnant, plein de sang, qui essaie de retenir en quelque sorte, mais trop tard, la vie de Patrocle. Donc c'est un tableau assez poignant qui là aussi témoigne de la manière dont un artiste, tout ce qui est plus contemporain, a pu, là vraiment on est dans le contemporain du contemporain, hein, et lui c'est pas un trader, hein, l'auteur, hein, c'est pas ça, hein, il n'est pas dans l'autopublicité et promotion de soi, dans une démarche capitaliste aussi, de capitalisation de la peinture à des fins de revente, etc. Vous savez pourquoi la peinture jouit d'un statut pareil, hein, c'est parce qu'elle est exempte d'impôts. Il y a quelque chose autour de ça. Il suffirait de changer cette loi, il n'y aurait plus d'art contemporain, hein. Ça repose sur une loi qui fait que les gens qui possèdent des peintures, il n'y a pas d'impôt sur ce genre de vente. C'est un truc juridique, en fait, qui fait que l'art contemporain existe en tant que valeur marchande échangeable. On sait qu'il y a des amateurs, soi-disant, enfin, ce n'est pas des amateurs, des spéculateurs qui utilisent l'art contemporain. Ils ne regardent pas les tableaux, ça ne les intéresse pas, ça n'a aucun sens d'ailleurs de regarder ces tableaux. Ils les mettent dans des entrepôts où ils sont conservés à température ambiante avec des tas de dispositifs. Le but est le capitalisme pur en quelque sorte. Donc l'art, pour certains, c'est devenu une sorte de billet de banque extraordinaire. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a eu des réflexions qui ont été menées par certains critiques d'art là-dessus, sur le fait que le billet de banque apparaît tellement souvent dans l'art contemporain. Enfin, vous voyez Warhol avec ses dollars, enfin, il y en a partout, dans n'importe quel biennale de Venise, vous avez un nombre d'allusions à l'argent qui est phénoménal. Donc bon, pardon pour la parenthèse encore une fois, mais ce que je veux dire, c'est que le tableau du dessus, c'est une autre paire de manches, quoi. Il y a une autre dimension, quoi. Représenter ainsi la plaine de Troie, sa, sa dureté, sa froideur, sa capacité d'arène à absorber le sang, parce que c'est ça l'idée. Donc c'est vraiment le texte anti-guerre. C'est vraiment un manifeste antimilitariste, hein, l'Iliade, qui raconte ainsi en détail comment un tel a eu l'œil crevé, un autre a eu le pied arraché, un troisième a eu... Enfin bon, toutes ces choses-là, c'est pas pour rien, je donne ces exemples, l'œil crevé, le pied arraché. Peut-être c'est des scènes qu'on a vues plus récemment, ça aussi, des scènes de violence extrême liées à des situations politiques qu'on a pu voir peut-être de façon assez contemporaine. Bref. Alors, du coup, la plaine, le table, bon, pour récapituler, ce que je veux dire, c'est que les scènes mythologiques inspirent encore les artistes contemporains, mais plus du tout dans la perspective d'une valorisation par rapport à une hiérarchie de genre de peinture. Ça a complètement explosé au XIXe siècle. C'était dû à un certain Félibien, Felibien. C'est lui le bonhomme qui avait établi cette classification, la peinture d'histoire au-dessus et la peinture de genre en bas, cette hiérarchisation de la peinture qui faisait que, quelle que soit sa valeur et sa qualité, la peinture avait plus ou moins d'intérêt et de valeur. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Mais néanmoins, cet intérêt pour la mythologie continue à s'exprimer à travers des œuvres contemporaines dont vous avez ici deux exemples. Voilà, merci beaucoup.